Donc, bonjour tout le monde. Je me présente Antonio Tourmarou, professeur formateur à l'INSPE, Polynésie française, spécialisé en tahitien, et également doctorant à l'université même, inscrit en deuxième année de doctorat sous la direction de M. Bruno Sora. Et je suis rattaché au laboratoire ITSCO, dirigé par Rodika Ailinkai. Donc, l'objectif de ma présentation d'aujourd'hui serait de démontrer d'une part que le caractère particulier de l'écriture hiroienne est abordable au niveau du cycle 3, d'autre part de rassurer les enseignants du cycle 3 dans la mise en œuvre. Par le biais d'une étude comparative entre les écrits poétiques de Henri Hiro et les fables de La Fontaine, une démarche empirique dans un contexte polynésien, je tenterai de définir d'une part le particularisme de l'écriture hiroienne et d'autre part de démontrer qu'il est possible de les aborder au cycle 3. Alors, suite à une discussion il y a 6 mois avec des amis enseignants, donc qui a été très, très riche et qui a suscité de nombreuses interrogations de ma part, notamment sur leur représentation et leur impossibilité, d'après leur dire, d'enseigner des œuvres de Henri Hiro au cycle 3, à cause de son aspect ésotérique et une dimension linguistique et poétique inaccessible à la fois selon eux, pour eux, à leur niveau, et de fait inaccessible pour les élèves. Du coup, dans ma réflexion, voilà, comment peut-on rester insensible à la poéticité hiroienne et manquer de courage pour transmettre un héritage culturel polynésien fort aux générations futures, que sont les écrits poétiques de Henri Hiro, qui regorgent d'une panoplie de savoirs ancestraux traditionnels énormes et qui, j'ai l'impression, est encouragé à disparaître dans le livre. Donc, pour se baigner directement dans l'univers hiroien, donc je vous propose d'écouter, de regarder ce court extrait qui illustre un de ses poèmes. Donc ici, nous avons justement la déclamation en langue tahitienne par un artiste polynésien bien connu, qui a également interprété plusieurs rôles dans les pièces théâtrales de John Mayer et Manu Tarnier. Et ici, qui lit justement un extrait de Afano Afano Afanora de Henri Hiro, qui s'adresse directement à son peuple, aux générations futures, sur le projet de voyager. Donc, Fano lui-même, l'ESM, qui veut dire voyager, qui est souvent assimilé de manière générale au grand voyage, et terme qui autrefois était uniquement utilisé par des individus avec une certaine notoriété politique et religieuse. C'est pourquoi, donc, décider de traiter cette thématique, donc, premièrement, j'essaierai de répondre à la question suivante: comment la littérature hiroienne, notamment les œuvres poétiques de Henri Hiro, traitent-elles la dimension des savoirs autochtones, traditionnels polynésiens? Et deuxièmement, en quoi l'étude de ces écrits poétiques auprès des élèves du cycle 3 participerait-elle à effacer l'échec? Alors ici, je parle d'échec, je pense notamment à Marie Saloun, qui, dans un de ses articles, lit
justement l'échec scolaire des enfants océaniens, puisqu'elle a traité un travail aussi bien en Nouvelle-Calédonie que dans différents espaces du Pacifique. Et selon elle, l'échec scolaire est généralement lié à une forme de colonialisme occidental. Ainsi, pour ce faire, donc, je propose de traiter les points suivants, donc une présentation d'un cadre contextuel et théorique, suivi d'un corpus et une méthodologie pour essayer de comprendre un petit peu les enjeux, et à partir duquel je proposerai des résultats et analyses avant d'en conclure. Ainsi, dans la première partie de ce cadre théorique, donc j'aborde la notion de contexte colonial comme étant un facteur d'échec scolaire. Ici, je reprends les idées de Marissa Loon, qui spécifie également que depuis 40 ans, des militants autochtones, donc un petit peu à légère ces images ici où nous voyons Henri Giraud qui milite contre la présence, enfin, contre les conséquences, on va dire, d'une forme de colonialisme présente en Polynésie, mais à l'échelle beaucoup plus large. Marissa Loon évoque justement que cette éducation coloniale prédestinait les élèves autochtones à échouer dans un système éducatif européocentré. De fait, les élèves, ou bien même les enseignants, se sont totalement excentrés, détachés d'un contexte qui leur est propre. Selon elle également, donc, pour réparer les torts de la colonisation et promouvoir la justice scolaire, la prise en compte des langues vernaculaires et culture autochtone dans l'éducation formelle est le meilleur moyen de tendre vers une réussite ou au moins d'effacer quelques traumatismes subis et liés à ce colonialisme. De fait, scolarisation, christianisation et suggestion coloniale ont amené justement à une renaissance culturelle et une revendication d'adaptation dans les systèmes éducatifs aux réalités linguistiques et culturelles des populations locales. De plus, donc suite à cette idée, on voit également que le bilinguisme et les savoirs autochtones ont de plus en plus, au fil des décennies, pris de l'importance. Je prends notamment l'exemple ici en Polynésie française de 2005 jusqu'à aujourd'hui. Le bilinguisme ou plurilinguisme est considéré comme un des leviers de la réussite scolaire. Donc, je reprends les termes de la lettre de rentrée 2022 de la ministre qui dit que cette année scolaire 2022 s'achève avec un taux de réussite, tout examen confondu, qui s'élève à 82,88%. Le pourcentage d'élèves d'une classe d'âge ayant obtenu le baccalauréat continue sa progression. Il se situe désormais à 65%, soit tout près de l'objectif cible de conduire 70% d'une classe d'âge au baccalauréat et 100% des élèves à l'obtention au moins d'un diplôme de niveau 3, à savoir le CAP, le DNB. Aussi, l'on perçoit également une réelle volonté politique locale, donc ici même en Polynésie française, puisque récemment, le 11 janvier 2022, l'Assemblée de Polynésie française a adopté le texte de loi du pays 2022, l'article 3, qui spécifie justement que la mise en œuvre par le Conseil pour l'enseignement des langues aura pour mission d'expliciter les modalités de l'enseignement des langues et de la culture polynésienne, ainsi que celle de l'enseignement bilingue français-langue polynésienne. Dans la poursuite de celui qui est dispensé à l'école primaire, l'enseignement des langues polynésiennes doit se poursuivre au collège, notamment au cycle 4, afin que les élèves bénéficient de cours et d'une pratique des langues polynésiennes à d'autres manières. Une certification est expérimentée pour permettre à des professeurs d'enseigner leurs matières, par exemple les mathématiques, ou l'histoire-géographie, ou l'éducation physique et sportive, en partie en Rio. L'expérimentation est actuellement menée au collège d'Afreito, situé sur l'île Sœur, donc Oria. Par ailleurs, l'option Orero est créée en classe de seconde au lycée Diadème de Taraumeo à raison de 3 heures par semaine. Donc, en fait, ici, ce texte de loi nous renseigne également des véritables enjeux liés à l'enseignement des langues polynésiennes, c'est-à-dire également du bilinguisme et des savoirs autochtones, qui prend un véritable enjeu et un véritable essor dans le système éducatif polynésien actuel.
L'acceptation d'une insécurité symbolique, donc propos que je reprends à Bernard Rigaud, qui a d'ailleurs été cité par ma collègue Loreina Rochette, qui a participé également au GRE de 2017-2018, dans son article « Quand les acteurs de l'enseignement et de l'apprentissage du tahitien dans le secondaire », dans l'ouvrage publié et co-dirigé en 2021 par Alinka et Ferrière, Langue et culture océanienne, école et regard croisés, il fait allusion justement à une forme d'insécurité symbolique. Donc, une forme d'acceptation de cette insécurité symbolique comme l'envers désirable du plurilinguisme et que l'élève polynésien ait accès aux modalités d'échange, qu'il ait une position positive dans l'espace scolaire et que l'implicite de ces référents trouve une place dans la classe. Moi-même, j'irais même jusqu'à dire que cette idée s'étendrait même aux enseignants locaux qui, d'après l'expérimentation de Loreina Rochette, se sentent également en insécurité. De fait, les savoirs autochtones prennent également leur importance dans la transmission des apprentissages, puisqu'à l'échelle mondiale, par le biais de l'UNESCO, dans le cadre du projet LINKS, Local and Indigenous Knowledge System, qui donne la définition suivante des savoirs autochtones. Ce sont des savoirs locaux et autochtones qui désignent des ensembles cumulatifs et complexes de savoir, savoir-faire, pratiques et représentations qui sont perpétuées et développées par des personnes ayant une longue histoire d'interaction avec leur environnement naturel. Donc, on voit effectivement que depuis les années 70 déjà, l'importance et la prise en compte des enjeux environnementaux, mais aussi contextualisés, je dirais, d'autres savoirs qui diffèrent des savoirs formels que l'on a l'habitude de voir et se réaliser au sein même des écoles occidentales. Ainsi, c'est intéressant, dans mon troisième point, concerne la contextualisation des savoirs formels, où Ancio et Alt, dans leur ouvrage, définissent la contextualisation dans le champ de l'éducation à deux contextes. La première, donc le contexte interne, qui qualifie également du didactique, défini comme étant celui de l'établissement, de la classe, de la discipline, des différents acteurs, de la relation pédagogique, du savoir enseigné, souvent lié aux aspects institutionnels, politiques et éducatifs, mais également le contexte externe ou périphérique, qui est relatif aux aspects sociologiques, écologiques et culturels de l'environnement. Dans le même ordre d'idée, Delcroix définit et autres définissent dans le même ouvrage le concept d'effet de contexte, où il est possible de voir un contexte au singulier tout en notant que la base de ce type d'événement concourt à la mise en place de plusieurs contextes qui sont en jeu, et au travers d'une mécompréhension, une méconnaissance du contexte de l'apprenant par le professeur, des programmes et manuels scolaires ou de celui du professeur et de l'école par l'apprenant. Donc là, pour revenir un peu à l'ordre d'idée de certains malaises, de certaines insécurités, et je trouve intéressant ici les propos de Delcroix ou d'Ancio, qui lancent des pistes aux enseignants pour essayer de traiter justement de manière contextualisée les savoirs formels en prenant en compte premièrement les enjeux tels que l'environnement, le contexte de l'apprenant lui-même. Les commandes institutionnelles, selon Gwenda Turiano-Rea, elle voit également qu'il y a quelques failles du fait qu'elle cite même que le CECRL occulte l'aspect culturel. Elle constate que l'application des programmes du CECRL occulte l'aspect culturel des actes de parole. Elle cite l'exemple du fait de se présenter. Si en Europe, le locuteur décline en premier son prénom et son nom, dans la culture tahitienne, dire d'où l'on vient et de quelle famille on est issu est bien plus important. Appliqué par conséquent de ces programmes européens sans établir un véritable lien entre la langue et la culture, revient à n'enseigner que la fonctionnalité de cette langue au détriment de son essence même.
propos que je trouve intéressant et qui permet également de situer le débat par rapport à l'intérêt et l'importance de contextualiser les savoirs formels en prenant en compte le sujet élève dans sa dimension la plus large et la plus large, excusez-moi. Par rapport à ces savoirs autochtones, on peut dire également qu'ils ont suscité l'intérêt des Occidentaux, qu'ils soient britanniques, qu'ils soient européens ou autres, depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Je trouve intéressant également l'analyse de Daniel Margueron, qui distingue 5 segments littéraires. Donc, ces segments, justement, sont le reflet de production et d'ouvrages littéraires sur la Polynésie. La première, qui définit comme étant une littérature traditionnelle orale en langue polynésienne, très partiellement transcrite au cours de l'histoire par les missionnaires ou des érudits. Il définit également une littérature qu'il appelle lui-même océanienne, composée d'une littérature de voyage, puis exotique, voire coloniale, et enfin contemporaine, écrite par des étrangers, en anglais, en français, en américain, des productions qui ont débuté avec la découverte des îles. C'est par elle que s'est construite la renommée mondiale de Polynésie et c'est dans cette catégorie qu'elle est censée le plus grand nombre d'ouvrages. Elle est encore alimentée aujourd'hui par des écrits où domine la position du voyage, notamment sur plusieurs blogs que l'on peut découvrir en ligne. Le troisième segment littéraire concerne la littérature néo-océanienne, écrite par les Occidentaux installés de façon durable ou définitive dans le pays, qui produisent des écrits de séjour, des romans, des nouvelles, et pour ces écrivains, la langue française est généralement la langue vernaculaire. Le quatrième point concerne une littérature moderne polynésienne en langue française dite d'émergence ou autochtone écrite par Polynésiens. Donc, pour en citer certains Charles Manoutrey, Henri Hiro, Flora de Vatine. Pour cela également, le français est généralement la langue véhiculaire, mais d'une acculturation rapide. Certains écrivains n'ont baigné que dans la langue française, qui devient de fait également la langue maternelle. Le dernier point, la littérature moderne écrite polynésianophone ou tahitianophone reprend à date les genres littéraires connus ou affirme certains traits distinctifs, notamment sur le plan formel. Charles Manoutrey, Flora de Vatine et Henri Hiro. Et c'est notamment ce dernier segment littéraire qui attirera davantage mon attention, d'autant plus qu'il est intéressant de retenir la réflexion de Daniel Margueron à propos de l'existence d'une littérature syncrétique. Je le cite, il convient de préciser en outre que l'adage bien français et centralisateur, une littérature pour une langue, comme il y eut au XVIIe siècle une fois pour un roi, on connaît les ravages en termes culturels, économiques et démographiques, guerres religieuses intestines et migration. Cet adage ne fonctionne pas en Polynésie où la société est devenue au fil du temps plurilingue et polyculturelle. Ce n'est donc pas la seule langue française, même si le français est langue d'enseignement, de promotion et d'intégration principale à la modernité, qui constitue le creuset de la littérature. Les langues polynésiennes ne peuvent prétendre non plus à exprimer à elles seules la production littéraire. Et c'est en ce sens que moi également j'apporte la notion de littérature syncrétique. Je pense également, en lisant cet extrait de Margueron, à l'ouvrage d'Uriel Wenwalch qui parle de phénomènes d'interférence. À partir du moment où il y a contact entre deux cultures, deux civilisations différentes, il y a forcément un phénomène d'interférence, donc une confusion, un mélange, tout en sachant que pour certains, il y a la notion de dominé et dominant. Donc, mon cadre théorique étant terminé, donc ici, dans le cas de ma mythologie, je propose une étude comparative des enjeux pédagogiques entre les fables de La Fontaine et les écrits poétiques de Henri Hiro. Ce qui est intéressant dans les fables de La Fontaine, c'est qu'elles proposent ou elles demeurent avec une postérité exceptionnelle. Donc de l'âtre
cite justement que cette postérité est liée également aux personnages amusants, propices à développer le goût de la lecture chez les enfants, tout comme le confirme Martin Courdin, qui s'intéresse à la présence de la femme dans les manuels scolaires. Donc ici, on voit quelque part la fonction métalinguistique du discours que l'on peut retrouver dans le décrit des fables de La Fontaine, discours qui a pour fonction de définir, de clarifier et voire même de proposer une démarche didactique. Autre point, Laurence Young définit La Fontaine comme étant un génie qui n'est pas étranger à l'affaire, mais d'autres raisons entrent en jeu. Les attraits de la fable pour les enfants tiennent évidemment à la simplicité et au charme du récit, ainsi qu'au recours à des animaux. Comme le rappelle Hélène Valuto et Virginie Meyer dans les éditions, les fables sont dédiées à un enfant, mais sont lues par des mondains. L'ambiguïté du destinataire adulte ou enfant est à l'origine des sélections de fables qui fleurissent au XIXe siècle. Donc, on voit également que les fables de La Fontaine proposent une poéticité, une littéralité exceptionnelle qui devient quelque peu intemporelle et qui ne s'adresse pas à un seul type de public. Cette postérité exceptionnelle est vue également, selon Jumel, comme étant quelque chose qui faciliterait justement, également, qui encourage la mémorisation. Donc, il dit, on observera qu'il faut bien se garder de laisser faire d'eux-mêmes aux enfants les premiers essais. Ici, il parle justement de conseils qu'il prodigue dans l'art de la récitation des fables par les enfants. Il prendrait des habitudes qui seraient presque impossibles de réformer. Il faut leur donner l'exemple et dire devant eux comment on veut qu'ils disent. De répéter plusieurs fois les temps, les airs de tête. Je pense que la plupart parmi nous, avant tout, étaient les enfants justement qui ont bénéficié de cet apprentissage par le biais de la récitation des fables de La Fontaine. Moi, je me rappelle en tout cas, Maître Corbeau sur un arbre de perché qui est en avec un fromage. Voilà. Donc, on a tous fait l'objet justement de ce processus de mnémotechnique néanmoins et qui plaît, qui continue encore à plaire. Je me rappelle également ici en Polynésie qu'on a beaucoup d'artistes, notamment des humoristes, qui se sont inspirés de fables de La Fontaine pour essayer de contextualiser un petit peu les éléments polynésiens. C'est ce que je trouve intéressant. Donc, les fables de La Fontaine sont à la fois atemporelles, mais également aspatiaux. Donc, pas de limite dans l'espace. Cette postérité est également liée à une réelle volonté politique, notamment l'éducation nationale incite à étudier les fables de la CP à la troisième en organisant un concours national. Cette incitation est visible également dans les programmes scolaires, puisque les fables figurent par exemple dans les œuvres obligatoires à étudier en classe de première. Et depuis 2018, elles sont au cœur d'un dispositif promouvant la lecture auprès des enfants à leur entrée au collège. Exemple, opération livre pour Sébastien. Donc, au-delà de son aspect esthétique, littéraire et poétique, on voit également que des facteurs extérieurs tels que la politique, par le biais de l'éducation nationale, a concouru justement à l'essor de l'étude des fables de La Fontaine dans le système éducatif. Et pourtant, donc j'aime bien cette phrase de Marie-Estelle Peck qui dit que pourquoi les fables de La Fontaine existent à l'école, la richesse du vocabulaire n'empêche pas l'accès au sens, d'autant plus que les histoires sont simples et que la morale intéresse les élèves. Donc, les difficultés linguistiques ne devraient pas être un frein. Effectivement, donc là, je parle, enfin, je me remémore encore la situation vécue avec mes amis enseignants. Ils disaient que c'est trop difficile, c'est pas à notre portée. Bon, là, on sait pertinemment également que les fables de La Fontaine présentent sur le thème linguistique et langagier des spécificités quand même ardues et pas forcément adaptées aux élèves de CP, mais comme le propose Jumel, que par le biais de la récitation, on arrive à susciter du plaisir, on arrive également à
à dépasser les frontières que l'enseignant peut proposer à l'étude de certaines œuvres littéraires. Donc, cette partie donc, des fables de La Fontaine présentées, je vais maintenant vous présenter les enjeux pédagogiques pour les écrits poétiques de Henri Giraud. Qu'en est-il? Qu'est-ce que c'est? Qui est Henri Giraud? Henri Giraud donc, est un artiste tahitien, décédé en 1990 et voilà, né en 1944 et décédé en 1990. C'est un poète, c'est un cinéaste, c'est un dramaturge, défenseur des valeurs polynésiennes surtout. Premier auteur autochtone polynésien, tahitien notamment, dont les écrits reflètent une pensée autochtone en langue autochtone. Giraud, donc voici son recueil de poèmes. Donc, ouvrage dans lequel donc, je me suis basé pour réfléchir autour de ces écrits poétiques, à l'intérieur duquel on retrouve un lien fort, indestructible et inaliénable, tel qu'il le dit lui-même, Féro. Donc, c'est quelque chose, c'est un lien indestructible qui lie à sa terre, son peuple et les savoirs ancestraux traditionnels. De fait, ce corpus est divisé en 3 grandes parties dans lesquelles il aborde les thématiques suivantes: l'amour de l'individu du Polynésien à sa terre, lui-même qui est fidèle à ses idées, et Henri Giraud dévoué à ses frères. Ces écrits, en fait, annoncent la profondeur de son âme, mais aussi de son, comment dire, de son investissement, de la mise en place de ses idées au sein même de la société polynésienne tahitienne dans les années 70 à 90. Il est amoureux de sa terre et de la nature, donc effectivement, puisqu'il a été le membre fondateur de l'association de défense de l'environnement, Yaoura Te Natura. Il a été même le président, et il a collaboré également à la mise en place d'un calendrier lunaire traditionnel. Et ce calendrier lunaire, justement, faisait partie d'un projet poétique pour illustrer chacune des 30 nuits du calendrier, donc Tarena. Et ici, nous allons voir 8 textes, en fait. Voici un petit peu une catégorisation des titres que l'on retrouve à l'intérieur de son ouvrage. Donc, la partie en vert concerne notamment les savoirs traditionnels écosystémiques. Nous allons voir un petit peu en détail un poème. Et ici, ce tableau présente justement, j'ai essayé de catégoriser la pensée héroïenne à travers une étude lexicale définissant justement l'emploi des mots utilisés par Henri Giraud ayant une ancestralité polynésienne, et on fait l'objet de néologismes de création lexicale de type calque, de type rephonologisation ou d'enrichissement sémantique. Continue. Donc, je vais pas, juste pour vous expliquer un petit peu, voilà, qu'est-ce que moi, ancestralité polynésienne, ce sont des mots qui ne sont pas sous influence, des mots dont on rattache à une ancestralité polynésienne, une origine véritablement polynésienne. On a également, oui, une création lexicale sous forme de calque. Donc, je prends le mot hydrogène en français, donc étymologiquement qui produit de l'eau, et le dictionnaire du Panivana de l'Académie tahitienne explique Hovai. Donc, il y a eu justement le procédé du calque, du calque, Ho qui veut dire donner, veille l'eau, qui produit de l'eau. Nous avons également un autre terme qui est itoroténé, qui est justement l'objet une création lexicale sous forme d'emprunt avec rephonologisation. Donc, on voit que le terme itoroténé a été conçu à partir du terme hydrogène. Donc, transformer les phonèmes sur la structure syllabique d'hydrogène. Ensuite, donc, et le dernier point, création lexicale sous forme d'enrichissement sémantique. Donc ici, on voit que le sens du mot a évolué au terme du temps. Donc je prends l'exemple de Huil Atira. La sémantique du mot a beaucoup évolué. Son sens originel concerne une classe de chefs intermédiaires d'une société stratifiée. Le sens nouveau contemporain, donc est citoyen. Logique d'égalité entre les individus. Possible. Donc, voici les 8 poèmes justement qui explique le rapport entre les textes poétiques de Henri Giraud et les lunaisons, et aussi une référence aux différentes lunaisons.
Ce corpus est lié au rapport entre l'écosystème naturel polynésien et les savoirs traditionnels ancestraux fortement présents dans les écrits de Henri Giraud. Donc, vous verrez dans ce tableau que chaque titre, voilà, Ahili, Ahili, le titre du poème correspond à la 6e nuit dans le calendrier lunaire polynésien et qui prend donc lunaison qui se nomme Ore Ore Muri. Et la description selon justement l'ouvrage de Ouida Henry qui précise voilà, que cette lune sort de l'obscurité. Voilà. Et donc, vous verrez justement que plusieurs autres lunaisons ont été déclinées ici et certaines sont propices soit à la pêche, soit à la culture ou à la plantation de certains féculents ou fruits. Donc, le premier texte, Ahili Ahili, en fait, il est question d'un jeune homme, voilà, donc, qui s'assied justement tôt le matin à l'embouchure, espérant attraper des poissons, mais finalement, sa pêche reste infructueuse et je pense qu'il n'aurait pas perdu son temps s'il connaissait les savoirs traditionnels ancestraux. Donc, s'il avait les éléments culturels nécessaires, il ne serait pas resté toute la journée à l'embouchure pour pêcher. En fait, c'est le message que Henri Giraud veut suggérer ici, que le Polynésien contemporain, étant totalement distancié, ayant très peu d'éléments culturels à sa portée, à sa connaissance, ne lui permettent pas justement de lire, comme on appelle ici, les tatos, donc les signes naturels qui lui permettent justement de se dire que telle nuit, je ne pourrai pas aller à la pêche, elle restera infructueuse. Donc, je trouve intéressant ce travail. Également, par rapport au lexème, donc aux mots qu'il utilise, on voit que la majeure partie des mots sont d'ancestralité polynésienne. De fait, ces éléments pour l'enseignant pourront être des pistes. Donc, on va continuer encore. Voilà. Donc, c'est... Ouais, monsieur, bien fini. OK. Donc, l'enseignant, en ayant justement ces outils, pourra définir et se comprendre à son niveau le sens, justement, avant d'aboutir à la symbolique du texte lui-même, tel que suscité par Henri Giraud. Donc, cet enrichissement lexical est possible et à la portée des enseignants à partir du moment où il est possible d'avoir ces outils d'analyse que je propose ici dans ma présentation. Donc, les caractéristiques du texte de Henri Giraud, généralement, donc les difficultés linguistiques, mais qui peuvent être palliées à partir du moment où l'on arrive à proposer des outils de médiation, une liste de vocabulaire tahitien-français, par exemple. Ensuite, capacité à connaître le lexique, effectivement, aussi bien pour les élèves que pour l'enseignant. Donc, l'activité de mémorisation, de répétition à travers l'activité ritualisée va lui permettre de s'imprégner de nouveau et de mieux comprendre le sens profond de ces mots. Et je prends l'exemple d'une activité en compréhension de l'oral, donc reconnaître et identifier des mots à l'oral. Donc, un travail phonologique par l'alphabet à partir du prénom, par exemple, avant de traiter d'autres lexèmes. Donc, en conclusion, donc comment la littérature héroïenne, notamment les œuvres poétiques de Henri Giraud, traitaient la dimension des savoirs autochtones traditionnels polynésiens. Donc, la richesse lexicale et les nombreuses inférences permettent de découvrir ou redécouvrir les savoirs ancestraux traditionnels polynésiens. Donc, des mots pour arriver des savoirs et des pratiques ancestraux traditionnelles. On parlait de lexème tout à l'heure, mais également l'écriture comme moyen de prédilection pour la préservation des savoirs ancestraux traditionnels. Quant à la deuxième question, quoi, l'étude des écrits poétiques de Henri Giraud auprès d'élèves du cycle 3 participerait-elle à effacer l'échec? Donc ici, mon expérimentation est encore inachevée, c'est-à-dire je mène actuellement une expérimentation auprès d'élèves du collège de Punavia, une classe de 6e, plein cycle 3, où pour eux, en fait, Henri Giraud était une entière découverte. Après avoir posé la question qui est ou qu'est-ce que Henri Giraud pour vous, sur les 27 élèves, 100% me répondaient c'était un collège. Effectivement, Henri Giraud est un collège actuellement qui se situe sur FAA, mais aucun n'était capable de me désigner comme étant un individu ou quelqu'un qui a produit des écrits en langue tahitienne et même en langue française. Donc, je pense que voilà, ce travail est nécessaire à mon niveau. Et il est question d'un long process qui consiste
déjà à aider les enseignants en termes de formation. Une création d'outils est nécessaire et un levier plus fort de l'institution, donc il pourrait rendre obligatoire dans les programmes territoriaux adaptés, plutôt, donc travailler en rigueur dès le cycle 3 pour une appropriation des savoirs autochtones et une transmission efficiente. Donc, voilà. Donc, en perspective, donc, je continuerai donc, mon expérimentation actuelle auprès d'une classe de 6e et j'espère pouvoir tendre les années suivantes au cours moyen, CM2, CM1, parce qu'ils n'ont pas forcément le même degré de maturité intellectuelle. Et le but également de cette expérimentation, à mon niveau, en tant que praticien-chercheur, c'est de proposer des outils, mettre en place des outils qui ensuite serviront aux enseignants de cycle 3, voire même de cycle 4, pour aborder les écrits poétiques de Onihiro. Et j'irai même jusqu'à relever, identifier les représentations des enseignants du cycle 3, voire du cycle 2, sur l'étude des écrits poétiques de Onihiro. Et je pense également que d'autres questions seront soulevées, notamment le profilage linguistique, les connaissances sur la maîtrise plus ou moins affirmée des enseignants. Donc, je vous remercie de votre attention. J'ai longuement débordé. Merci.